Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va continuer aujourd'hui avec le chapitre 19. Penser fait souffrir. Le grotesque des événements de tous les jours vous cache le vrai malheur des passions. De Barnave. En remplaçant les meubles ordinaires dans la chambre qu'avait occupée Monsieur de la Mole, Julien trouva une feuille de papier très fort, pliée en quatre. Il lut au bas de la première page. A.S.E.M. le marquis de la Mole. Père de France, chevalier des ordres du roi, etc., etc. C'était une pétition en grosse écriture de cuisinière. Monsieur le marquis, j'ai eu toute ma vie des principes religieux. J'étais dans Lyon, exposé aux bombes lors du siège en 93. L'exécrable mémoire. Je communie. Je vais tous les dimanches à la messe en l'église paroissiale. Je n'ai jamais manqué au devoir pascal, même en 93, d'exécrable mémoire. Ma cuisinière avant la Révolution avait des gens. Ma cuisinière fait maigre le vendredi. Je jouis dans Verrières d'une considération générale, et j'ose dire méritée. Je marche sous le dé dans les processions à côté de monsieur le curé et de monsieur le maire. Je porte dans les grandes occasions un gros cierge acheté à mes frais, de tout quoi les certificats sont à Paris au ministère des Finances. Je demande à monsieur le marquis le bureau de loterie de Verrières, qui peut manquer d'être bientôt vacant d'une manière ou d'autre, le titulaire étant fort malade et d'ailleurs votant mal aux élections, etc. De Cholin. À marge de cette pétition était une apostille signée de Moiroux, et qui commençait par cette ligne. J'ai eu l'honneur de parler hier du bon sujet qui fait cette demande, etc. Ainsi même, cet imbécile de Cholin me montre le chemin qu'il faut suivre, se dit Julien. 8 jours après le passage du roi de à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sautes interprétations, discussions ridicules, etc., etc., dont avaient été l'objet successivement le roi, l'évêque d'Agde, le marquis de la Mole, les 10 000 bouteilles de vin, le pauvre tombé de Moirod, qui, dans l'espoir d'une croix, ne sortit de chez lui qu'un mois après sa chute. Ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Il fallait entendre à ce sujet les riches fabricants de toiles peintes, qui soir et matin s'enrouaient au café à prêcher l'égalité. Cette femme hautaine, Madame de Rênal, était l'auteur de cette abomination. La raison? Les beaux yeux et les joues si fraîches du petit abbé Sorel la disaient de reste. Peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants, prit la fièvre. Tout à coup, Madame de Rênal tomba dans des remords affreux. Pour la première fois, elle se reprocha son amour d'une façon suivie. Elle sembla comprendre comme par miracle dans quelle faute énorme elle était laissée entraîner. Quoique d'un caractère profondément religieux, jusqu'à ce moment, elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de Dieu. Jadis, au couvent du Sacré-Cœur, elle avait aimé Dieu avec passion, et le craignit de même en cette circonstance. Les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer. Elle y voyait le langage de l'enfer. Cependant, comme Julien aimait beaucoup lui-même, le petit Stanislas, il était mieux venu à lui parler de sa maladie, et prit bientôt un caractère grave. Alors le remords continue ôta à Madame de Rênal jusqu'à la faculté de dormir. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. Je vous en conjure, lui disait Julien, dès qu'il se trouvait seul, ne parlez à personne, que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas, vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas.
Mais ces consolations ne produisaient aucun effet. Il ne savait pas que madame de Rênal s'était mis dans la tête que pour apaiser la colère du dieu jaloux, il fallait haïr Julien, voir mourir son fils. C'était parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse. « Fuyez-moi, dit-elle un jour à Julien. Au nom de Dieu, quittez cette maison, c'est votre présence ici que tue mon fils. Dieu me punit, ajouta-t-elle à voix basse. Il est juste. J'adore son équité. Mon crime est affreux et je vivais sans remords. C'était le premier signe de l'abandon de Dieu, je dois être puni doublement. Julien fut profondément touché. Il ne pouvait voir là ni hypocrisie ni exagération. Elle croit tuer son fils en m'aimant, et cependant la malheureuse n'aime plus que son fils. Voilà, je n'en puis douter, le remords que la tue, voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi, si pauvre et si mal élevé, si ignorant, quelquefois si grossier dans mes façons? Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les 2 heures du matin, M. de Rênal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, était fort rouge et ne put reconnaître son père. Tout à coup, madame de Rênal se jeta aux pieds de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdre à jamais. Par bonheur, ce mouvement singulier importuna M. de Rênal. « Adieu, adieu, dit-il en s'en allant. « Non, écoute-moi, s'écria sa femme à genoux devant lui et cherchant à le retenir. « Apprends toute la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie et je la lui reprends. Le ciel me punit, aux yeux de Dieu, je suis coupable de meurtre. Il faut que je me perde et m'humilie moi-même. Peut-être ce sacrifice apaisera le Seigneur. » Si M. de Rênal eût été un homme d'imagination, il savait tout. « Idée romanesque, s'écria-t-il, en éloignant sa femme qui cherchait à embrasser ses genoux. Idée romanesque que tout cela. Julien fit appeler le médecin à la pointe du jour, et retourna se coucher. Madame de Rênal tomba à genoux, à demi évanouie, en repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui voulait la secourir. Julien resta étonné. Voilà donc l'adultère, se dit-il. Serait-il possible que ces prêtres si fourbes eussent raison? Faut que commettent. Eux qui commettent tant de péchés auraient le privilège de connaître la vraie théorie de péché? Quelle bizarrerie! Depuis 20 minutes que M. de Rênal s'était retiré, Julien voyait la femme qu'il aimait, la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant, immobile et presque sans connaissance. Voilà une femme d'un génie supérieur réduite au comble du malheur, parce qu'elle m'a connu, se dit-il. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle? Il faut se décider, il ne s'agit plus de moi ici. Que m'importent les hommes et leurs plates si magrets? Que puis-je pour elle? La quitter? Mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur. Cet automate de mari lui nuit plus qu'il ne lui sert. Il lui dira quelques mots durs. À force d'être grossier, elle peut devenir folle, se jeter par la fenêtre. Si je la laisse, si je cesse de veiller sur elle, lui avouera tout. Et que sait-on? Peut-être, malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter, il fera un esclandre. Elle peut tout dire, grand Dieu, à ce d'abbé Maslon, qui prend prétexte de la maladie d'un enfant de 6 ans pour ne plus bouger de cette maison, et non sans dessein. Dans sa douleur et sa crainte de Dieu, elle oublie tout ce qu'elle sait de l'homme. Elle ne voit que le prêtre. « Va-t'en, lui dit tout à coup madame de Rênal en ouvrant les yeux. Je donnerai 1000 fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile, répondit Julien. Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange, ou plutôt de cet instant seulement je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être. Que deviendrais-je loin de toi, et avec la conscience que tu es malheureuse, par moi. Mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances. Je partirai, oui, mon amour. Mais si je te quitte, si je cesse de veiller sur toi, de me trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout, tu te perds. Songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison. Tout Verrières, tout Besançon parleront de ce scandale.
On te donnera tous les torts, jamais tu ne te relèveras de cette honte. C'est ce que je demande, s'écria-t-elle, en se levant debout. Je souffrirai tant mieux. Mais par ce scandale abominable, tu feras aussi son malheur à lui. Mais je m'humilie moi-même, je me jette dans la fange. Et par là, peut-être, je sauve mon fils. Cette humiliation aux yeux de tous est peut-être une pénitence publique, autant que ma faiblesse peut en juger, n'est-ce pas, le plus grand sacrifice que je puisse faire à Dieu. Peut-être daignera-t-il prendre mon humiliation et me laisser mon fils. Indique-moi un autre sacrifice plus pénible, et j'y cours. Laisse-moi me punir. Moi aussi je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe? L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah, ciel! Que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas? Ah, tu l'aimes? Toi, dit madame de Rênal, en se relevant et se jetant dans ses bras. Au même instant, elle le repoussa avec horreur. Je te crois, continua-t-elle, après s'être remise à genoux. Ô mon unique ami, oh, pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas? Alors ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils. Veux-tu me permettre de rester et que désormais je ne t'aime que comme un frère? C'est la seule expiation raisonnable. Elle peut apaiser la colère du Très-Haut. Et moi, s'écria-t-elle, en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains et la tenant devant ses yeux à distance, et moi, t'aimerais-je comme un frère? Est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère? Julien fondait en larmes. Je t'obéirai, dit-il. En tombant à ses pieds, je t'obéirai quoi que tu m'ordonnes. C'est tout ce qui me reste à faire. Mon esprit est frappé d'aveuglement. Je ne vois aucun parti à prendre. Si je te quitte, tu dis tout à ton mari. Tu te perds et lui avec. Jamais après ce ridicule, il ne sera nommé député. Si je reste, tu me crois la cause de la mort de ton fils, et tu meurs de douleur. Veux-tu essayer de l'effet de mon départ? Si tu veux, je vais me punir de notre faute en te quittant pour 8 jours. J'irai les passer dans la retraite où tu voudras. À l'abbaye de Bray-le-Haut, par exemple, mais jure-moi pendant mon absence de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. Et promis, il partit, mais fut rappelé au bout de 2 jours. Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. Chaque heure de cette vie abominable me semble durer une journée. Enfin le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu Stanislas ne fut plus en danger, mais la glace était brisée, sa raison avait connu l'étendue de son péché, elle ne put plus reprendre l'équilibre. Les remords restèrent. Ils furent ce qu'ils devaient être dans un cœur si sincère. Sa vie fut le ciel et l'enfer. L'enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds. Je ne me fais plus aucune illusion, lui disait-elle, même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour. Je suis damnée, irrémissiblement damnée. Tu es jeune, tu as cédé à mes séductions, le ciel peut te pardonner, mais moi je suis damnée. Je le connais à un signe certain, j'ai peur qu'il n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer. Mais au fond je ne me repens point. Je commettrais de nouveau ma faute si elle était à commettre. Que le ciel seulement ne me punisse pas de ces mondes et dans mes enfants, et j'aurai plus que je ne mérite. Mais toi, du moins, moi, Julien, s'écria-t-elle, dans d'autres moments, es-tu heureux? Trouves-tu que je t'aime assez? La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tinrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable, est fait à chaque instant. Il adorait madame de Rênal, elle a beau être noble et moi le fils d'un ouvrier elle-même. Je ne suis pas auprès d'elle un valet de chambre chargé de fonctions d'amant. Cette crainte éloignée, Julien tombait dans toutes les folies de l'amour, dans
dans ces incertitudes mortelles. Au moins, s'écria-t-elle en voyant des doutes sur son amour, que je te rende bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble. Hâtons-nous, demain, peut-être je ne serai plus à toi. Si le ciel me frappe dans mes enfants, c'est en vain que je chercherai à ne vivre que pour toi, que pour t'aimer, à ne pas voir que c'est mon crime qui les tue. Je ne pourrai survivre à ce coup. Quand je le voudrais, je ne pourrais, je deviendrai folle. Ah, si je pouvais prendre sur moi ton péché, comme tu m'offrais si généreusement de prendre la fièvre ardente de Stanislas. Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait Julien et sa maîtresse. Son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté, l'orgueil de la posséder. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Leur bonheur eût paru plus grand aux yeux du monde. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuages, le bonheur facile des premières époques de leurs amours, quand la seule crainte de madame de Rênal était de n'être pas assez aimée de Julien. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Dans les moments les plus heureux et en apparence les plus tranquilles, « Ah, grand Dieu, je vois l'enfer !» s'écria tout à coup madame de Rênal en serrant la main de Julien d'un mouvement convulsif. « Quel supplice horrible! Je les ai bien mérités. » Elle le serrait, s'attachant à lui comme le lierre à la muraille. Julien essayait en vain de calmer cette âme agitée. Elle lui prenait la main qu'elle couvrait de baisers, puis retombait dans une rêverie sombre. « L'enfer, disait-elle. L'enfer serait une grâce pour moi, j'aurais encore sur la terre quelques jours à passer avec lui, mais l'enfer dès ce monde, la mort de mes enfants. Cependant, à ce prix, peut-être mon crime me serait pardonné. Ah, grand Dieu, ne m'accordez point ma grâce à ce prix. Ces pauvres enfants ne vous ont point offensé. Moi, je suis la seule coupable. J'aime un homme qui n'est point mon mari. » Julien voyait ensuite madame de Rênal arriver à des moments tranquilles en apparence. Elle cherchait à prendre sur elle, elle voulait ne pas empoisonner la vie de ceux qu'elle aimait. Au milieu de ces alternatives d'amour, de remords et de plaisir, les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair. Julien perdit l'habitude de réfléchir. Mademoiselle Élisa allait suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva M. Valnon fort piqué contre Julien. Il haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. « Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité, » disait-elle un jour à M. Valnon. Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. Après ces phrases d'usage que l'impatiente curiosité de M. Valnon trouva l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour-propre. Cette femme, la plus distinguée du pays, que pendant 6 ans il avait environnée, de tant de soins et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière, dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. Et afin que rien ne manquât, au dépit de monsieur le directeur du dépôt, madame de Rênal adorait cet amant. Et ajoutait la femme de chambre avec un soupir. « Monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête. Il n'est point sorti pour madame de sa froideur habituelle. » Élisa n'avait eu de certitude qu'à la campagne, mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin. « C'est sans doute pour cela, ajouta-t-elle avec dépit, que dans le temps il a refusé de m'épouser. Et moi, imbécile, qui allait consulter madame de Rênal, qui l'a prié de parler au précepteur. » Dès le même soir, M. de Rênal reçut de la ville, avec son journal, une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jetait sur lui des regards méchants. De toute la soirée, le maire ne se remit point de son trouble. Ce fut en vain que Julien lui fit
la cour en lui demandant des explications sur la généalogie des meilleures familles de la Bourgogne. Chapitre 20. Les lettres anonymes. Do not give dalliance. Too much therein, the strongest oaths are straw. To the fire is the blood. Tempest. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami « Nous nous voyons pas ce soir. Votre mari a des soupçons. Je jurais que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. » Par bonheur, Julien se fermait à clé dans sa chambre. Madame de Rênal eut la folle idée que cet avertissement n'était qu'un prétexte pour ne pas la voir. Elle perdit la tête absolument et à l'heure ordinaire vint à sa porte. Julien, qui entendit du bruit dans le corridor, souffla sa lampe à l'instant. On faisait des efforts pour ouvrir sa porte. Était-ce Madame de Rênal et son mari jaloux? Le lendemain, de fort bonne heure, la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ces mots écrits en italien. Guardate la pagina 130. Julien frémit de l'imprudence, chercha la page 130 et y trouva attachée avec une épingle la lettre suivante écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. Ordinairement, Madame de Rênal la mettait fort bien. Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable. « Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit ? Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme. Tes regards m'effrayaient, j'ai peur de toi, grand Dieu. Ne m'aurais-tu jamais aimé ? En ce cas que mon mari découvre nos amours et qu'il m'enferme dans une éternelle prison à la campagne, loin de mes enfants. Peut-être Dieu le veut ainsi. Je mourrai bientôt, mais tu seras un monstre. Ne m'aimes-tu pas ? Es-tu lasse de mes folies, de mes remords, impie ? Veux-tu me perdre ? Je t'en donne un moyen facile. Va, montre cette lettre dans tout Verrières. Ou plutôt montre-la au seul monsieur Valnon. Dis-lui que je t'aime. Mais non, ne prononce pas un tel blasphème. Dis-lui que je t'adore, que la vie n'a commencé pour moi que le jour où je t'ai vu, que dans les moments les plus fous de ma jeunesse, je n'avais jamais même rêvé le bonheur que je te dois, que je t'ai sacrifié ma vie, que je te sacrifie mon âme. Tu sais que je te sacrifie bien plus. Mais connaît-il un sacrifice, cet homme ? Dis-lui pour l'irriter que je brave tous les méchants et qu'il n'est plus au monde qu'un malheur pour moi, celui de voir changer le seul homme qui me retienne à la vie. Quel bonheur pour moi de la perdre, de l'offrir en sacrifice et de ne plus craindre pour mes enfants. N'en doute pas, cher ami, s'il y a une lettre anonyme, elle vient de cet être odieux qui, pendant 6 ans, m'a poursuivi de sa grosse voix, du récit de ses sauts à cheval, de sa fatuité et de l'énumération éternelle de tous ses avantages. Y a-t-il une lettre anonyme ? Méchant, voilà ce que je voulais discuter avec toi, mais non, tu as bien fait. Te serrant dans mes bras, peut-être pour la dernière fois, jamais je n'aurais pu discuter froidement, comme je fais étant seul. De ce moment, notre bonheur ne sera plus aussi facile. Serait-ce une contrariété pour vous ? Oui, les jours où vous n'auriez pas reçu de monsieur Fouquet quelques livres amusants. Le sacrifice est fait. Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme, moi aussi, je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme et qu'il faut à l'instant te faire un point d'heure. Trouver quelques prétextes honnêtes et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, cher ami, nous allons être séparés 15 jours, un mois peut-être. Va, je te rends justice. Tu souffriras autant que moi. Mais enfin voilà, le seul moyen de parer l'effet de cette lettre anonyme. Ce n'est pas la première que mon mari ait reçue, et sur mon compte encore. Hélas, combien j'en riais. Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valnon. Je ne doute pas qu'il en soit l'auteur. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrières.
Je ferai en sorte que mon mari ait l'idée d'y passer 15 jours, pour prouver au sot qu'il n'y a pas de froid entre lui et moi. Une fois à Verrières, elle lie toi d'amitié avec tout le monde, même avec les libéraux. Je sais que toutes ces dames te rechercheront. Ne va pas te fâcher avec messieurs Valnon, ni lui couper les oreilles, comme tu disais un jour. Fais-lui au contraire toutes tes bonnes grâces. L'essentiel est que l'on croie Verrières que tu vas entrer chez Valnon, ou chez tout autre pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. Dût-il s'y résoudre, eh bien, au moins tu habiteras Verrières et je te verrai quelquefois. Mes enfants qui t'aiment tant iront te voir. Grand Dieu, je sens que j'aime mieux mes enfants parce qu'ils t'aiment. Quel remords! Comment tout ceci finira-t-il? Je m'égare. Enfin, tu comprends ta conduite? Sois doux, poli, point méprisant avec ces grossiers personnages. Je te demande à genoux. Ils vont être les arbitres de notre sort. Ne doute pas un instant que mon mari ne se conforme à ton égard à ce que lui prescrira l'opinion publique. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Arme-toi de patience et d'une paire de ciseaux. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite avec de la colle à bouche sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de monsieur Valnon. Attends-toi une perquisition chez toi. Brûle les pages du livre que tu auras mutilé. Si tu ne trouves pas les mots tout faits, aie la patience de les former lettre par lettre. Pour épargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Hélas, si tu ne m'aimes plus, comme je le crains, que la mienne doit te sembler longue. Lettre anonyme. Madame, toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher notamment du petit paysan. Si vous êtes assez sage pour cela, votre mari croira que la vie qu'il a reçue le trompe, et on lui laissera son erreur. Songez que j'ai votre secret, tremblez malheureuse, il faut à cette heure marcher droit devant moi. Dès que tu auras fini de coller les mots qui composent cette lettre, y as-tu reconnu les façons de parler du directeur? Sors dans la maison. Je te rencontrerai. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Je le serai en effet beaucoup. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde? Et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre qu'un inconnu m'aura remise. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants et ne reviens qu'à l'heure du dîner. Du haut des rochers, tu peux voir la tour du Colombier. Si nos affaires vont bien, j'y placerai un mouchoir blanc. Dans le cas contraire, il n'y aura rien. Ton cœur ingrat ne te fera-t-il pas trouver le moyen de me dire que tu m'aimes avant de partir pour cette promenade? Quoi qu'il puisse arriver, sois sûr d'une chose, je ne survivrai pas d'un jour à notre séparation définitive. Ah, mauvaise mère, ce sont 2 mots vains que je viens d'écrire là, cher Julien. Je ne les sens pas, je ne puis songer qu'à toi en ce moment. Je ne les ai écrits que pour ne pas être blâme de toi. Maintenant que je me vois au moment de te perdre, à quoi bon dissimuler? Oui, que mon âme te semble atroce, mais que je ne mente pas devant l'homme que j'adore. Je n'ai déjà que trop trompé en ma vie. Va, je te pardonne si tu ne m'aimes plus. Je n'ai pas le temps de relire ma lettre. C'est peu de chose à mes yeux que de payer de la vie les jours heureux que je viens de passer dans tes bras. Tu sais qu'ils me coûteront davantage. Écoutez, j'espère que vous avez bien entendu. Avec le son de mon téléphone, c'est pas évident. On va laisser aujourd'hui la lecture. Et on va continuer la prochaine fois avec le chapitre 21. Et ce sera le seul chapitre pour la prochaine vidéo car il est très très long. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre attention et très bientôt. Ciao.